La pluie martelait les vitres de l'hôpital comme un reproche incessant, et Léopold, les yeux rivés sur le corps immobile de Benjamin, se demanda si c'était le tonnerre ou son propre cœur qui grondait ainsi. « Tu m'as trahi, et pourtant je t'aime encore », murmura-t-il à l'oreille du dormeur, sa voix brisée se perdant dans le bip monotone des machines. Dans ce silence clinique, un souvenir surgit, la nuit où tout avait basculé, quand la main de Benjamin avait effleuré sa peau, non pas par accident, mais par un désir qu'aucun de n'osait nommer. Paris, cette ville des amours impossibles, avait toujours été un piège pour les cœurs comme le leur. Léopold, avec ses 28 ans et son accent provençal qui trahissait ses racines du Sud, était arrivé dans la capitale 3 ans plus tôt, fuyant un village où les murmures homophobes l'avaient étouffé comme une vigne trop serrée. Il travaillait comme barista dans un café du Marais, ce quartier où les drapeaux arc-en-ciel flottaient fièrement aux fenêtres, mais où les regards en coin persistaient encore, vestiges d'une France qui se voulait progressiste sans l'être tout à fait. Benjamin, lui, était l'opposé, un New-Yorkais expatrié de 32 ans, aux épaules larges forgées par des années de rugby amateur et aux yeux verts qui semblaient avoir capturé l'essence même des gratte-ciel de Manhattan. Il avait atterri à Paris pour un poste de consultant en finance, attiré par l'élégance française qu'il imaginait comme un décor hollywoodien ou des baisers volés sous la tour Eiffel, des nuits folles dans des brasseries enfumées. Mais la réalité était plus nuancée, Benjamin cachait son homosexualité comme un secret d'État, élevé dans une famille catholique irlandaise où le péché était synonyme de damnation éternelle. Leur rencontre avait été banale, presque cliché, par une matinée d'octobre où les feuilles mortes dansaient sur les pavés de la rue des Francs-Bourgeois. Benjamin, pressé par un rendez-vous, avait renversé son café sur le comptoir du café où Léopold officiait. « Merde, je suis désolé », avait-il lancé en anglais approximatif, fouillant ses poches pour un mouchoir imaginaire. Léopold, avec un sourire en coin qui faisait plisser ses yeux noisettes, avait répondu en français teinté d'ironie, « Pas de souci, monsieur l'Américain. Ici, on boit le café noir, comme le cœur parisien. » Benjamin avait ri, un rire franc qui avait illuminé la salle sombre, et c'était ainsi que tout avait commencé, une conversation sur les croissants trop beurrés, les taxis introuvables, et cette solitude expatriée qui les unissait comme un fil invisible. Au fil des semaines, les visites de Benjamin devinrent rituelles. Il commandait toujours le même, un café serré et un pain au chocolat, qu'il dévorait avec l'appétit d'un homme affamé de normalité. Léopold, derrière son tablier taché, observait ses gestes, la façon dont il plissait le front en lisant Le Figaro, ou comment ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table quand son téléphone vibrait à appel de sa sœur à Brooklyn, sans doute, qui le houspillait pour qu'il rentre trouver une gentille fille. Un soir, après la fermeture, Benjamin proposa de raccompagner Léopold jusqu'à son petit studio dans le 11e arrondissement. La nuit était fraîche, imprégnée de l'odeur des châtaignes grillées des vendeurs ambulants. Ils marchèrent en silence, côte à côte, leurs épaules se frôlant par accident ou pas. Arrivé devant la porte, Léopold hésita, la clé tremblant dans sa main. « Entre, si tu veux. J'ai du vin rouge qui attend d'être bu. » C'était le début de leur danse délicate. Le studio était exigu, un lit défait contre le mur, des livres de Sartre et de Baldwin empilés en désordre, un clin d'œil à cette identité queer que Léopold assumait avec une fierté discrète. Benjamin s'assit sur le bord du lit, mal à l'aise dans cet espace confiné qui sentait le lavande et le tabac froid. Ils parlèrent tard, de l'enfance de Léopold à Arles, où il avait appris à aimer les garçons en cachette derrière les arènes romaines, de celle de Benjamin à Queens, où les matchs de baseball masquaient ses premiers émois pour le quarterback de l'équipe adverse. Le vin coula, libérant les mots comme un fleuve en crue. À minuit, quand la bouteille fut vide, Benjamin posa sa main sur le genou de Léopold. Pas plus. Juste assez pour que l'air s'alourdisse d'électricité. Les nuits suivantes se succédèrent ainsi, un pas en avant, deux en arrière. Ils partageaient le lit, d'abord comme des amis épuisés par la ville, au Benjamin ronflant légèrement, Léopold veillant tard avec un roman. Puis, un soir de novembre, sous une averse qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou, la main de Benjamin glissa plus bas. Léopold sentit la chaleur de ses doigts sur sa hanche, un effleurement timide qui fit naître un frisson le long de sa colonne. « Je ne sais pas ce que je fais », murmura Benjamin, sa voix rauque d'hésitation. Mais Léopold, le cœur battant, se tourna vers lui, leurs lèvres se trouvant dans l'ombre comme deux aimants irrésistibles. Ce baiser fut maladroit, urgent, chargé de tout ce qu'il n'avait pas dit, la peur, le désir, l'espoir fou d'un amour qui défierait les océans et les préjugés. Leur romance s'épanouit comme une rose sauvage dans les ruelles du Marais. Ils se promenaient main dans la main le long de la Seine, ignorant les regards curieux des touristes, ils dînaient dans des bistrots cachés,
où le foie gras fondait sur la langue comme leur promesse chuchotée. Benjamin, qui avait toujours fui l'intimité, se surprit à ouvrir son placard. Il raconta à Léopold ses nuits solitaires à New York, les apps de dating effacés par culpabilité, les dîners familiaux où il mentait sur son célibat. Léopold, à son tour, confia ses cicatrices, le père maçon qu'il avait surpris avec un ami d'enfance, les insultes crachées comme du venin, la fuite vers Paris comme un exil salvateur. Ensemble, ils construisaient un monde à eux, un refuge contre la tempête extérieure. Benjamin offrit à Léopold un billet pour un week-end à Deauville, sur la côte normande, où ils marchèrent sur la plage, les vagues léchant leurs pieds nus. « Je t'aime », dit Benjamin pour la première fois, le vent emportant ces mots comme une prière. Léopold, les larmes aux yeux, répondit « Moi aussi, mon Américain rebelle ». Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'est jamais sans ombre. Les premières fissures apparurent subtilement, comme des craquelures sur une porcelaine fine. Benjamin, sous pression au travail, recevait des mails de son patron un Français pur jus, homophobe voilé, qui le poussait à des soirées networking où les épouses trottinaient comme des trophées. C'est juste du business, se justifiait-il quand Léopold fronçait les sourcils. Pourtant, lors d'une de ces soirées, Benjamin revint tard, l'haleine chargée de whisky, et repoussa les avances timides de son amant. « Pas ce soir. J'ai besoin d'espace. » Léopold, blessé, passa la nuit sur le canapé, écoutant la pluie qui semblait pleurer avec lui. Le conflit s'envenima quand la famille de Benjamin débarqua. Sa sœur, Claire, arriva de New York pour un séjour surprise, logeant à l'hôtel mais envahissant leur intimité comme une tornade. Claire était vive, charmante, avec ce franc-parler yankee qui masquait une rigidité morale héritée de leur mère. Lors d'un dîner au restaurant, elle posa la question fatidique, « Alors, Benny, quand est-ce que tu nous ramènes une copine ?» Maman s'inquiète. Benjamin blêmit, jetant un regard suppliant à Léopold, qui feignit de s'intéresser à son escargot. Plus tard, seul avec son frère, Léopold explosa, « Tu vas lui dire la vérité, ou je le fais moi-même ?» Benjamin, acculé, murmura, « Pas encore. Donne-moi du temps. » Le temps, hélas, est un luxe que l'amour ne tolère pas. Les disputes s'espacèrent, empoisonnant l'air de leur studio. Léopold, sentant la distance grandir, se replia sur son travail, servant des cafés avec un sourire forcé. Benjamin, lui, sombra dans le déni, multipliant les heures supplémentaires pour éviter le face-à-face. C'est alors que l'ombre surgit, Alexandre, un collègue de Benjamin, beau comme un dieu grec avec ses cheveux châtains et son sourire carnassier. Alexandre était ouvertement gay, un activiste qui paradait au Pride sans complexe. Lors d'un afterwork, il posa une main sur l'épaule de Benjamin, « Tu sembles tendu, mon vieux. Viens, on va se détendre. » Ce qui suivit fut innocent au début, un verre de trop, une confidence partagée. Mais Léopold, flairant le danger, confronta Benjamin, « Qui est cet Alexandre ? Je l'ai vu sur tes photos Insta. » Benjamin jura fidélité, mais ses yeux fuyaient. La trahison frappa comme un coup de poignard un soir de février, sous un ciel parisien chargé de neige rare et mélancolique. Léopold, rentrant plus tôt du café, trouva le studio vide. Un message sur le téléphone de Benjamin, oublié sur la table, « Rejoins-moi au barrio. Besoin de toi. » Ah. Le cœur serré, il s'y rendit, ce bar latin du Marais où la salsa pulsait comme un cœur affolé. À travers la vitre embuée, il les vit, Benjamin et Alexandre, enlacés dans un coin sombre, leurs lèvres scellant un baiser volé. Le monde de Léopold s'effondra en un instant. Il entra, le visage déformé par la rage, et hurla, « Traître ! Après tout ce qu'on a partagé ?» Benjamin se figea, pâle comme un spectre, tandis qu'Alexandre reculait, confus. « Léo, ce n'est pas ce que tu crois. » Les mots se perdirent dans le chaos. Léopold quitta le bar en courant, les flocons collant à ses joues mouillées de larmes. Il erra toute la nuit, de pont en pont, la scène témoin muet de son désespoir. Benjamin le chercha frénétiquement, appelant, textant, suppliant. Au petit matin, il le trouva assis sur un banc des Tuileries, brisé, les yeux vides. « Pourquoi ?» demanda Léopold d'une voix éraillée. Benjamin s'agenouilla, les mains tremblantes, « J'ai eu peur. Peur de tout perdre, toi, ma famille, ma vie ici. » Alexandre. C'était une erreur, un moyen de respirer sans m'étouffer. Mais les mots sonnaient creux, empoisonnés par le doute. Leur relation entra en hibernation, un limbo douloureux de silence et de regards volés. Léopold, pour survivre,
se réfugia dans l'art, il commença à écrire des poèmes sombres sur l'amour perdu, inspirés par Rimbaud et ses amours maudites. Benjamin, rongé par la culpabilité, consulta un thérapeute, un Français pragmatique qui lui fit affronter son internalisée homophobie, vestige de son éducation américaine puritaine. Pourtant, la plaie saignait encore. Lors d'une confrontation finale, dans leur studio devenu prison, Léopold lança « Tu m'as brisé, Benjamin. Mais je refuse de te haïr. Pars, si tu dois. » Benjamin, les larmes coulant, répondit « Je ne partirai pas sans me battre pour nous. » Le tournant arriva au printemps, quand Paris revêtait ses robes de cerisier. Benjamin, déterminé, organisa une surprise, un voyage à Arles, le village natal de Léopold. Là, sous le soleil impitoyable de Provence, il affronta le passé. Il rencontra le père de Léopold, un homme bourru, adouci par les ennuis, d'une voix ferme, déclara « Je l'aime, monsieur. Et je ne le mérite peut-être pas, mais je le chéris plus que tout. » Le père, surpris, posa une main sur son épaule « L'amour n'est pas une dette, fiston. C'est un risque. » Cette validation, si rustique, fissura les murs de Benjamin. De retour à Paris, ils reconstruisirent, pierre par pierre. Les nuits redevinrent tendres, les mains glissant à nouveau avec assurance. Mais le vrai test vint avec Claire, de passage pour Pâques. Benjamin, fort désormais, lui avoua tout lors d'un pique-nique au Luxembourg. « Je suis gai, Claire. Et Léopold est l'homme de ma vie. » Sa sœur, après un silence lourd, l'étreignit, « Idiot. Maman s'en remettra. L'important, c'est ton bonheur. » Ce coming out, libérateur, c'est là leur union. Pourtant, le destin, capricieux, réservait un dernier coup. En juillet, lors d'une fête des Lumières à Lyon, une escapade romantique, Benjamin fut victime d'un accident banal, une chute dans la foule enivrée, une tête heurtant le pavé. À l'hôpital, Léopold veilla, revivant en flash leur histoire, le café renversé, le premier baiser, la trahison, le pardon. Quand Benjamin ouvrit les yeux, faible mais vivant, il murmura « Je t'aime. » Pour de vrai, cette fois. Léopold, serrant sa main, répondit « Nous partageons plus qu'un lit, maintenant. Nous partageons une vie. » Et ainsi, dans la lumière tamisée de la chambre, sous le regard bienveillant de Paris, leur amour forgé dans le feu de la trahison et de la rédemption fleurit enfin, humain, imparfait, éternel. Car l'amour, en fin de compte, n'est pas une ligne droite américaine, mais un fleuve sinueux à la française, tourmenté, passionné, et profondément résili. Non, attendez, cette fin heureuse était une illusion, un conte que Léopold se racontait pour apaiser les nuits solitaires. La réalité, cruelle comme un polar noir des quais de Seine, avait pris un tour plus sombre. Revenons en arrière, à cet hôpital où tout avait commencé, non pas par un accident anodin, mais par une overdose feinte, un appel au secours masqué en tragédie. Benjamin n'était pas tombé, il avait chuté de lui-même, les pilules avalées dans un moment de désespoir abyssal, après que la trahison d'Alexandre non, la sienne propre avait empoisonné leur nid. Léopold, assis au chevet, revivait les mois précédents avec une clarté impitoyable. Après le baiser volé au Barrio, la rupture avait été viscérale. Il avait jeté les affaires de Benjamin par la fenêtre du studio, un geste théâtral digne d'un film de Truffaut, tandis que les passants levaient les yeux, amusés ou choqués. « Sors de ma vie, menteur » avait-il crié, la voix rauque de sanglots retenus. Benjamin, hébété, avait ramassé ses vêtements sous la neige fondante, murmurant des excuses qui sonnaient comme des mensonges. Il s'était installé dans un hôtel près de Bastille, un cube anonyme où les murs suintaient l'humidité et le regret. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Léopold, le cœur en miettes, errait dans le marais comme un fantôme, évitant le café où il s'était rencontré au trop de souvenirs, trop de café froid. Il reprit contact avec d'anciens amis, des queers parisiens aux vies bigarrées, Julien, un drag queen qui performait au duplex, et Marie, une lesbienne militante qui organisait des ateliers sur l'identité. « L'amour n'est pas une prison, Léo », lui dit-elle un soir autour d'un apéro saucisson. « C'est une danse. Et parfois, on trébuche. » Mais les mots glissaient sur lui comme de l'eau sur du cuir. Benjamin, de son côté, sombra. Alexandre, loin d'être un simple tentateur, devint un amant régulier ou une relation toxique, faite de nuits arrosées et de matins amers. Alexandre était possessif, un loup déguisé en agneau, qui murmurait à l'oreille de Benjamin, « Léopold ne te comprenait pas. Moi, si. Laisse-moi te guérir. »
mais la guérison était un mirage. Benjamin se sentait sale, divisé entre le désir charnel et la nostalgie d'un amour pur. Il appelait Léopold en pleine nuit, ivre, suppliant un pardon qu'il ne méritait pas. « Je suis perdu sans toi », gémissait-il. Léopold raccrochait, le cœur tordu, mais composait le numéro à nouveau dès l'aube. Le point de non-retour survint lors de la Pride de Paris, cette explosion de couleurs et de cris qui transforme les Champs-Élysées en un carnaval libérateur. Léopold y alla avec Julien, arc-en-ciel au poignet, dansant au rythme des chars qui pulsaient du Daft Punk remixé. Benjamin, traîné par Alexandre, le vit de loin, son ex-amant, rayonnant dans la foule, libre comme il ne l'avait jamais été. Une jalousie acide le submergea. Il largua Alexandre sur place, un de ses finis le lançait comme un uppercut, et se fraya un chemin vers Léopold. Ils se heurtèrent au milieu du tumulte, sueur et confettis collés à la peau. « Léo, attends !» Benjamin haleta, attrapant son bras. Léopold se tourna, les yeux flamboyants. « Quoi, encore une excuse ? Va-t'en, Benjamin. Tu m'as déjà assez brisé. » Mais Benjamin ne partit pas. Il parla, là, au milieu du vacarme, des nuits hantées par le fantôme de leur premier baiser, de la thérapie où il avait confessé son auto-sabotage, de cette peur viscérale d'être vu, aimé pour ce qu'il était vraiment, un homme gai, imparfait, américain dans une ville qu'il absorbait comme un sponge. Léopold écouta, les larmes se mêlant à la sueur. « Tu m'as trahi, dit-il enfin. »« Oui, admit Benjamin. Mais je me trahirais plus si je renonçais à nous. » La foule les enveloppa, un cœur anonyme de solidarité, et Léopold, dans un geste impulsif, l'embrassa à un baiser salé de sel et de pardon, sous les flashs des smartphones. Ils essayèrent à nouveau, prudents comme des funambules. Benjamin rompit définitivement avec Alexandre, qui, amer, propagea des rumeurs au bureau où le Yankee est instable, méfiez-vous. Mais Benjamin tint bon, changeant même de poste pour un cabinet plus inclusif dans le 7e. Léopold, lui, écrivit leur histoire dans un journal intime, transformant la douleur en article. Leurs nuits redevinrent sanctuaires, des dîners aux chandelles avec du bœuf bourguignon maison, des promenades nocturnes où ils se racontaient des rêves d'avenir, un appartement plus grand près du canal Saint-Martin, peut-être un voyage à New York pour affronter la famille. Pourtant, le passé n'est jamais tout à fait enterré. Claire revint, cette fois avec leur mère, une veuve irlandaise aux yeux perçants qui flairait le mensonge comme un chien de chasse. Lors d'un thé au Ritz, un caprice de Claire pour faire chic, Benjamin lâcha la bombe, « Maman, je suis gay. Et Léopold est mon partenaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le tintement des tasses. La mère, pâle, murmura, « Mon garçon. Comment as-tu pu me cacher ça ?» Les larmes coulèrent, un mélange de chagrin et de libération. Elle ne le rejeta pas tout à fait, mais posa des conditions, « Apporte-le à Noël à Brooklyn. Voyons si c'est du sérieux. » Benjamin promit, le cœur gonflé. Léopold, sceptique, accompagna Benjamin à l'aéroport. « Et si elle me déteste ?» demanda-t-il. Benjamin sourit, l'embrassant fougueusement, « Elle t'aimera, parce que je t'aime. » Mais le doute persistait, une ombre qui grandissait. De retour seul à Paris, Léopold reçut un appel anonyme, Alexandre, vengeur, révélant des photos compromettantes, pas des nudes, mais des instants volés pendant leur idylle brisée, déformés pour insinuer une infidélité persistante. « Montre-les à qui tu veux », ricana la voix. Léopold, furieux, confronta Benjamin par visio, « C'est quoi ça ? Tu m'as encore menti ?» Benjamin, horrifié, jura innocence, « C'est du chantage. » Alexandre est obsédé. La crise éclata lors de leur voyage à New York, en décembre. La famille les accueillit tièdes, Claire enthousiaste, la mère distante, les oncles bourrus avec leurs blagues maladroites sur les PD de Paris. Noël fut tendu, les cadeaux déballés sous des sourires forcés. Puis, la bombe, la mère trouva les photos sur le téléphone de Benjamin glissées par Alexandre via un hack basique. « C'est lui ? Ton partenaire te trompe, hurla-t-elle. Benjamin explosa, « Non. C'est une manipulation. Léopold est tout pour moi. » Mais le mal était fait. Léopold, blessé par les accusations implicites, prit un vol retour anticipé, laissant un mot, « Je ne peux pas lutter contre des fantômes. » Seul à Brooklyn, Benjamin sombra. Les fêtes devinrent un brouillard d'alcool et de regrets. Il rentra à Paris brisé, trouvant le studio vide. Léopold avait fui chez Marie. Les appels restèrent sans réponse. Désespéré, Benjamin avala les pilules, un geste suicidaire pour hurler son vide.
C'est ainsi qu'il atterrit à l'hôpital, sauvant sa vie in extremis. Léopold, alerté par Julien, accourut. Au chevet, il pleura, serrant la main froide. « Idiot, murmura-t-il. Tu ne vois pas? Sans toi, je suis incomplet. » Quand Benjamin reprit conscience, leurs yeux se trouvèrent, chargés d'une vérité nue. L'amour n'efface pas les cicatrices, mais il les transforme en tatouages d'honneur. La convalescence fut un lent retour à la surface, comme un plongeur émergeant des abysses. Benjamin passa 2 semaines en clinique psychiatrique, un établissement discret près de Versailles, où les jardins à la française offraient une illusion de paix. Léopold visitait quotidiennement, apportant des croissants frais et des livres du Proust pour les longues après-midi, du Whitman pour les âmes queer en quête de rédemption. Il parlait peu au début, les mots étaient trop lourds, encore imprégnés de sel. Au lieu de ça, il se tenait la main, doigts entrelacés comme des racines cherchant la terre. Le thérapeute de Benjamin, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes et à l'accent marseillais chantant, facilita les ponts. « L'amour est un travail, messieurs, disait-il lors des sessions conjointes. Pas un feu d'artifice hollywoodien, mais une vigne qu'on taille patiemment. » Léopold, assis raide sur sa chaise, hochait la tête, mais intérieurement bouillonnait, comment faire confiance à nouveau. Benjamin, amaigri mais clairvoyant, confessait, j'ai fui parce que j'avais honte. Honte d'être moi, d'aimer un homme dans un monde qui feint l'acceptation. Ces aveux, crus comme une confession catholique, commencèrent à guérir les plaies. Dehors, Paris bruissait d'une vie indifférente, les touristes envahissaient le Louvre, les amants s'embrassaient sur les bancs du jardin des Tuileries. Léopold reprit le travail au café, mais avec une nouvelle profondeur. Il écoutait les clients, ces âmes solitaires, et leur offrait des mots comme des baumes. Un soir, un jeune Américain, backpacker aux yeux écarquillés, lui confia son coming out raté. « C'est dur, hein, dit Léopold. Mais la douleur forge. Comme le vin, ça mûrit avec le temps. » Ces échanges le recentrèrent, lui rappelant que son histoire n'était pas unique, mais un fil dans la tapisserie queer mondiale. Benjamin sortit de clinique en mars, le printemps pointant son nez avec des jonquilles audacieuses. Ils décidèrent de recommencer à zéro, un nouvel appartement dans le 18e, près de Montmartre, avec vue sur la basilique Sacré-Cœur, symbole de rédemption, perché sur sa colline comme un phare. L'installation fut chaotique, cartons éventrés, rires nerveux quand un vase se brisa. À notre maladresse, trinqua Benjamin avec du champagne tiède. Léopold rit, pour la première fois depuis des mois, un son clair comme une cloche. Leur intimité renaquit doucement. Pas de feu d'artifice immédiat, mais des caresses hésitantes, des baisers qui goûtaient le pardon. Une nuit, sous les draps frais, la main de Benjamin glissa à nouveau au pas plus bas par désir précipité, mais pour tracer des cercles apaisants sur le dos de Léopold. « Je suis là, murmura-t-il. Pour de bon. » Léopold, vulnérable, répondit, « Prouve-le. » Chaque jour. Le défi vint d'Alexandre, ce serpent qui refusait de muer. Il contacta Léopold par message, « Ton Américain est un poison. Laisse-moi te montrer la vérité. » Des preuves suivirent des enregistrements de Benjamin, ivre, regrettant leur relation passée. Léopold, tenté par la rage, hésita. Mais au lieu de confronter, il choisit la transparence, il montra tout à Benjamin lors d'un dîner au pied de la butte. « Lis, dit-il simplement. Benjamin pâlit, puis rit amèrement, « C'était avant toi, vraiment. Mais si ça te hante, on le combat ensemble. » Ils écrivirent une lettre à Alexandre polie, ferme, « Laisse-nous en paix, ou les autorités s'en mêleront. » Le silence qui suivit fut libérateur. Avec le printemps, vint la réconciliation familiale. Benjamin invita sa mère à Paris, un geste audacieux. Elle arriva par le train de Londres veuve, mais voyageuse invétérée depuis la mort du père. Léopold l'accueillit avec un bouquet de mimosas, nerveux comme un écolier. Le premier dîner fut guindé, pot-au-feu fumant, conversation sur la météo. Puis, autour d'un café, la mère posa sa tasse, « J'ai prié, beaucoup. Et j'ai compris, l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Montre-moi qui tu es, Léopold. » Il parla aux de Provence, de ses peurs, de cet amour qui l'avait sauvé et brisé. Elle pleura, l'étreignit, « Bienvenue dans la famille, fiston. » Ce pardon maternel fut le pivot. Benjamin, libéré, s'ouvrit pleinement, il rejoignit une association LGBTQ+ française, militant pour les droits des expatriés queer. Léopold, inspiré, publia ses poèmes dans une revue underground du Marais, Amour volé,
un recueil qui toucha des cœurs anonymes. Leur couple devint un témoignage vivant, des amis les invitaient au dîner, curieux de cette résilience yankee provençale. Mais le drame, fidèle à son essence, rôdait. En mai, lors d'une manifestation contre une loi anti-LGBT rampante au écho d'un backlash conservateur, Benjamin fut gazé par la police, une erreur dans la confusion des fumées. Léopold, à ses côtés, le traîna à l'abri, le cœur serré de peur. À l'hôpital, encore un pansement et point de suture, Benjamin blagua, on collectionne les lits d'hôpital, maintenant? Léopold, grave, promets-moi de ne plus me faire peur. Benjamin, sérieux, promis. On affronte ensemble. L'été les enveloppa comme un amant généreux. Ils partirent en Provence, chez le père de Léopold, qui les accueillit avec un cassoulet fumant et des histoires de tauromachie. L'amour, c'est comme la course, il faut du courage pour ne pas fuir le taureau, grommela-t-il, tapotant l'épaule de Benjamin. Les nuits sous les étoiles furent magiques, corps entrelacés dans une chambre d'hôte, murmure de projet à un mariage civil à Paris, peut-être, ou un road trip le long de la Côte d'Azur. Pourtant, une ombre planait, la carrière de Benjamin. Son nouveau job exigeait un transfert à Londres aux promotions tentantes, mais exil. « Viens avec moi », supplia-t-il. Léopold hésita, Paris était sa racine, son café, ses amis. « Et si on se perd à nouveau ?» Benjamin répondit, « On a survécu à pire. L'amour n'est pas statique, il voyage. » La décision hanta leur jour. Léopold consulta Marie, « Suis ton cœur, pas la peur. » Finalement, lors d'une soirée sur les toits de Montmartre, champagne pétillant, il dit oui. « Allons conquérir l'Angleterre, mon Américain. » Mais le destin, ce farceur, réservait un twist. Juste avant le départ, Alexandre réapparut au pas vengeur, mais brisé. Il confessa à Benjamin, « J'étais jaloux. Ton bonheur me renvoyait à ma solitude. » Pardonné, il devint un allié inattendu, aidant au déménagement. Ainsi, en automne, ils partirent, valises chargées d'espoir. Londres les attendait, grise mais prometteuse. Leur amour, trempé par les tempêtes, émergeait plus fort un phare dans la brume. Londres n'était pas Paris. La Tamise coulait paresseuse sous des ciels perpétuellement voilés, et les pubs remplaçaient les bistrots par leurs bières tièdes et leurs fish and chips graisseux. Benjamin, installé dans un bureau de la City, troquait les élégances françaises pour le rythme effréné des marchés financiers. Léopold, lui, chercha du travail, un café queer à Soho, The Velvet béant, où les Lazars étaient des arcs-en-ciel et les clients une mosaïque d'expatriés. C'est comme le Marais, mais avec plus de pluie, plaisanta-t-il dans ses appels à Julien. Leur appartement, un 2 pièces victorien à Candan, respirait l'histoire, parquet qui craquait, cheminée ornée de photos E2 à Arles, enlacée sous les oliviers. Les premières semaines furent euphoriques, exploration de marché aux puces, nuit au théâtre où des pièces de Shakespeare queer résonnaient comme des hymnes. Benjamin, libéré par son coming-out familial, portait sa fierté comme un badge, un pins arc-en-ciel à la boutonnière, des posts Instagram sur leur vie à deux. Léopold, plus réservé, s'épanouissait dans l'écriture, il envoya son recueil à une petite maison d'édition londonienne, Queer Ink Press, qui le publia sous le titre Main glissée. Mais l'euphorie s'effrita comme du plâtre ancien. Benjamin, absorbé par le boulot, rentrait tard, les yeux cernés par des écrans fluorescents. C'est temporaire, Léo. Bientôt, on aura plus de temps. Léopold hochait la tête, mais la solitude le rongeait ses soirées seul avec un thé fade, à regarder la BBC dubitative sur les droits LGBT en Europe. Une nouvelle ombre surgit, Oliver, un collègue de Benjamin, charmant avocat aux accents écossais roulants, ouvertement gai et militant chevronné. Viens à notre groupe de discussion, invita-t-il Benjamin lors d'un lunch. Ce qui commença comme une camaraderie vira à l'ambiguïté, des bières après le travail, des rires complices qui piquaient Léopold au vif. La jalousie, cette vieille sorcière, revint hanter leur nuit. Léopold confronta, Oliver ? Encore un Alexandre ? Benjamin, défensif, c'est un ami. Tu paranoïes. Les disputes s'enchaînèrent, écho de Paris, porte claquée, silence glacial. Léopold, blessé, se rapprocha d'un client régulier au café, un artiste peintre français exilé, Thierry, aux yeux bleus et aux toiles tourmentées. Tu as l'air perdu, dit Thierry un soir, offrant un café gratuit. Leurs conversations devinrent confidences, sur l'exil, l'amour queer en terre étrangère. Un effleurement innocent ou une main sur l'épaule où Léopold se surprit à rougir. Le climax explosa lors d'une soirée d'Halloween à Soho,
déguisement et cocktail fluo. Benjamin arriva tard, sentant l'odeur d'Oliver sur son col. Léopold, déjà là avec Thierry, dansa avec une ferveur vengeresse. Quand leurs regards se croisèrent dans la foule, ce fut l'étincelle, Benjamin traversa la salle, attrapa Léopold par le poignet. « On rentre ?» Maintenant. Dehors, sous une averse londonienne, la dispute éclata, « Tu flirtes avec ce peintre. »« Et moi, je te couvre, » hurla Benjamin. Léopold riposta, « Comme si tu étais innocent avec ton Écossais. On se détruit mutuellement. » Ils rentrèrent séparés, le taxi les déposant en silence. Cette nuit-là, Benjamin ne dormit pas, il arpenta les rues brumeuses, revivant leur joie et chagrin. Au matin, il trouva Léopold faisant ses bagages. « Ne pars pas, supplia-t-il, à genoux. J'ai merdé encore. Oliver, c'était rien, une béquille pour ma peur de l'engagement. Mais toi. Tu es ma maison. » Léopold, larmes aux yeux, hésita. Puis, dans un geste de grâce, il posa son sac, « Prouve-le. » Pas avec des mots, mais avec du temps. La reconstruction fut ardue. Ils consultèrent un couple thérapeute ou une femme indienne et son partenaire britannique, expert en relations interculturelles. L'amour immigrant est double, il porte 2 pays, 2 peurs, expliquèrent-ils. Benjamin réduisit ses heures, priorisant des dîners maison, Shepherd Espy revisité à la française, avec du roquefort. Léopold exposa ses poèmes à une lecture queer au Southbank, Benjamin à ses côtés, applaudissant comme un fan fervent. Le pardon familial aida, la mère de Benjamin, visitant pour Noël, apporta des cookies de Brooklyn et une bible annotée de passages sur l'amour inconditionnel. J'ai lu RuPaul, aussi, confia-t-elle, rougissante. C'est instructif. Léopold rit, l'étreignant comme une mère adoptive. Même le père de Léopold envoya un colis, huile d'olive et une lettre bourrue, tenez bon, les gars. La vie est une Mistral où elle souffle fort, mais passe. Avec l'hiver, vint une opportunité, une offre pour Léopold d'enseigner l'écriture créative à une université queer-friendly à Brighton. On déménage, proposa Benjamin. Léopold accepta, voyant dans ce nouveau départ une renaissance. Mais avant, un dernier affrontement avec les ombres, Oliver confessa son crush à Benjamin, qui le repoussa fermement, mon cœur est pris. Désolé. Thierry, de son côté, devint un ami platonicien, posant pour un portrait de Léopold intitulé Main retenue. Leur amour mûrit, passant du drame romantique à une tendresse quotidienne. Des matins paresseux avec le Guardian et du café fort, des week-ends à la campagne anglaise, main dans les mains sous des chênes centenaires. Nous avons survécu à Paris, à Londres, murmura Benjamin un soir, la tête sur l'épaule de Léopold. Où qu'on aille, on porte notre histoire. Pourtant, le destin testa une fois de plus. En mars, Benjamin apprit son diagnostic, un lymphome précoce, détecté lors d'un check-up de routine. C'est traitable, assura le médecin, un oncologue au sourire rassurant. Mais la peur revint, un spectre froid. Léopold, stoïque, organisa tout, chimio, soutien psychologique, voyage court pour distraire. On combat ensemble, dit-il, écho de leurs vœux passés. Les mois suivants furent un tourbillon, nausées, perte de cheveux, mais aussi une intimité redécouverte. Benjamin rasé nu, riant de sa calvitie, Léopold lisant des poèmes à voix haute pour apaiser les nuits fiévreuses. La communauté queer de Londres les enveloppa, collecte de fonds, visite d'artistes, un concert privé au Velvet béant. Même Alexandre, repentant, envoya des fleurs depuis Paris, désolé pour tout. Batte-toi. Au printemps, les scans montrèrent la rémission. Benjamin, affaibli mais victorieux, embrassa Léopold sur le pont de Westminster, « Tu m'as sauvé, encore. » Léopold répondit, « Non, nous nous sauvons mutuellement. » L'été suivant fut un renouveau, un phénix queer s'élevant des cendres de leurs épreuves. Brighton les accueillit comme une amante excentrique, galets de plage, pierres illuminées, une scène LGBT vibrante avec ses clubs pulsants et ses ateliers d'écriture. Léopold enseignait à l'université, inspirant des étudiants aux identités fluides avec des leçons tirées de leur saga où l'amour n'est pas linéaire, c'est un labyrinthe de cœur. Benjamin, en télétravail partiel pour sa santé, lança un blog sur les expatriés queer, Yankee in Love, un mélange d'humour américain et de philosophie française qui attira des milliers de lecteurs. Leur quotidien devint une symphonie douce, matin avec des œufs bénédicts et du Earl Grey, après-midi à peindre ou à bloguer, soirée à danser salsa dans des bars enfumés. Au Benjamin, chauve rasé par choix désormais,
tournoyant Léopold comme un pro. Les cicatrices étaient là, tatouages invisibles, la trahison d'Alexandre, l'overdose, le cancer. Mais elle racontait une histoire de résilience, non de défaite. La famille s'impliqua plus profondément. La mère de Benjamin, désormais un mamimo pour les amis, visita avec des valises de gâteaux et des prières modernisées. Le père de Léopold, en vacances surprises, débarqua avec un panier de tapenade, pour mes gendres, grogna-t-il, ému. Claire organisa un queer Thanksgiving hybride, Zoom reliant Brooklyn à Brighton, toast à l'amour transatlantique. Un an après la rémission, ils officialisèrent un Pax discret à la mairie de Brighton, entouré d'amis Julien en kilt écossais, Marie avec un toast enflammé. Pas de gâteau à étage hollywoodien, mais un pique-nique sur la plage, champagne, huîtres, et des vœux chuchotés, dans la maladie et la santé, dans la trahison et le pardon. Benjamin glissa une bague simple à Léopold, or gravée de mains glissées. Pour toujours, dit-il. Leur amour inspira, le recueil de Léopold devint best-seller indie, traduit en anglais, le blog de Benjamin mena à un podcast, Cœurs expatriés, où ils interviewaient des couples queer mondiaux. Alexandre, guéri de sa jalousie, collabora même à un épisode depuis Paris, L'amitié après l'amour perdu. Pourtant, la vie, humaniste dans sa cruauté tendre, réservait une fin douce amère. En automne, Benjamin reçut une offre irrésistible, retour à New York, direction d'une branche inclusive. « Et toi » demanda-t-il à Léopold. Celui-ci, après réflexion, choisit Paris, mon cœur est ici, mais le nôtre est portable. Ils décidèrent d'une relation semi-longue distance aux mois alternés, visites fréquentes, technologie pour combler les vides. Le départ fut déchirant, aéroport de Gatwick, embrassade salée. Ce n'est pas une fin, murmura Benjamin. C'est un chapitre. Léopold, hochant la tête, répondit, et le meilleur reste à écrire. Des années passèrent. Léopold, ancré à Paris, devint un pilier de la scène littéraire queer, publiant Rivière d'amour, un roman inspiré de leur Odyssée. Benjamin, à New York, grimpa les échelons, militant pour des politiques inclusives dans la finance. Il se voyait souvent, Noël à Brooklyn, été en Provence, anniversaire volé à Londres. L'âge les adoucit, cheveux grisonnants pour Benjamin, rides d'expression pour Léopold, mais les mains glissaient toujours, tendrement. À 50 ans, lors d'une retraite à Arles, Benjamin confessa « J'ai peur de la fin ». Léopold, serrant sa main, « La fin n'existe pas. Notre amour est infini, comme la mer. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, témoins des amours passés. Et ainsi, dans la tradition humaniste française où l'amour est tragique et triomphant, où les cœurs battent au rythme des boulevards et des regrets, leur histoire se referma non sur une porte, mais sur un horizon ouvert. Car l'amour vrai n'est pas possession, mais un don perpétuel, partagé, trahi parfois, mais toujours renaissant. Nous partagions le lit. Et puis sa main avait glissé plus bas, inaugurant un voyage qui, au bout du compte, nous avait menés à nous-mêmes.